Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et on enchaîne avec une autre start-up, mais qui va plus parler effectivement de l'écosystème que d'elle-même, parce que voilà, vous avez déjà parlé de vous, et on en reparlera évidemment du crowdlending, du crowdfunding. C'est WeShareBonds avec nous pendant quelques minutes. Son fondateur Cyril et président Cyril Tramont. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Fondateur, hein, je me trompe pas. Fondateur, mais aussi avec 2 cofondateurs. Donc, toujours 3. Pourquoi 3? C'est un bon chiffre. Non, mais sérieusement, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, souvent, il y a 3 associés fondateur. C'est quoi? C'est qu'il y a une tête pensante, il y a un ingénieur, et puis il y a, je sais pas, C'est pas loin d'être ça. Il y a un banquier, il y a un ingénieur, et puis il y a une tête pensante. Bon. Vous êtes dans quelle catégorie, vous? Je suis probablement le banquier. Bon, alors, et parlons business, parlons argent, là, effectivement. On avait PayFit avec nous qui lève 14 millions, et on en parle beaucoup ce soir, de ces levées de fonds. De ces boîtes rentables qui restent un peu dans l'ombre du coup parce qu'elles ne sont pas invitées sur BFM, on ne parle pas d'elles dans les Échos, French Web ou autres, mais qui sont rentables parfois. Et puis de celles, alors là pour le coup, que tout le monde regarde, surtout quand l'annonce tombe, après on les regarde beaucoup moins parce qu'elles sont plus indépendantes, c'est celles qui décident de se faire racheter. Et là on a l'impression que ça s'accélère à une vitesse impressionnante, notamment dans votre secteur. C'est pour ça qu'on vous invite, Cyril, ce soir. Les fintech au sens large, on va trouver des plateformes de crowdfunding, de crowdlending qui vont, j'en sais rien, ubériser la banque de détail, la banque de gros, bref, il y a quantité de métiers. Vous, WeShareBonds, on prête. On se prête entre particuliers, on prête aux entreprises, le crowdlending c'est ça, à des taux souvent intéressants, même plus intéressants en tout cas pour celui qui prête qu'une banque. Qu'est-ce qui se passe là? KissKissBankBank racheté par La Poste, on avait eu le compte Nickel pareil au premier trimestre racheté par BNP. C'est la fin des fintech indépendantes? C'est probablement le début d'une nouvelle ère. Après, il y avait juste des fondamentaux qui étaient là et on ne voulait pas forcément les voir. D'abord, il y a juste le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes une start-up, vous êtes là pour explorer des zones un peu nouvelles. Et puis à un moment donné, quand vous avez cartographié le terrain, eh bien, les gros ont envie de vous avaler pour pouvoir eux-mêmes installer leurs troupes. Donc ça, c'est quand même un peu le sens de l'histoire. Dans nos métiers à nous, il y a des fondamentaux simples. Quand vous prêtez de l'argent, c'est vrai que l'argent le moins cher, c'est quand même encore aujourd'hui l'argent des institutionnels. Donc ça explique par exemple la logique du deal Crédit.fr Tikeo, si vous voulez qu'on en parle. Il y a aussi des logiques tout simplement de masse critique et d'argent pour progresser en taille. Aujourd'hui, vous avez un acteur qui s'appelle la Banque Postale, qui est actionnaire chez nous, mais qui a fait le choix d'avaler KissKissBankBank pour, je pense, se développer sur la partie retail et faire une jolie plateforme bancaire, probablement concurrentielle de celle d'Orange et des autres acteurs, et qui, au passage, a avalé une autre plateforme de crédit qui s'appelle Lendopolis et qui finance les TPE. Et ils avaient besoin aussi de s'installer sur le segment des TPE sur le digital. Et Lendopolis pourrait probablement pas continuer à progresser tout seul. C'était trop cher, j'imagine, de continuer à acquérir des clients en full à 500 € le bout. Et là voilà. 500 € le client pour eux? C'est probablement pas uniquement pour eux, mais d'une manière générale, aujourd'hui sur Internet, quand vous êtes dans un modèle full où vous achetez des clients, c'est un chiffre qui est crédible. Full, c'est-à-dire full, ça veut dire particulier, ça veut dire acheter des mots-clés sur Google, ça veut dire essayer de trouver des gens qui vont prêter 150, 200 € par projet quand ça se passe bien, sur lesquels vous allez gagner 2 ou 3% de marge, et il va falloir qu'ils investissent beaucoup, ces gens, pour que vous puissiez les rentabiliser. C'est-à-dire que oui, on comprend bien de la part des grands comptes qui veulent gagner en agilité, faire un petit coup de com', parfois à peu de frais, parce que nous, on s'excite là sur un rachat à 150, 200, même 300 millions. Zenith, la petite app de géolocalisation rachetée par Snap. Et Snap, ça vaut 14 milliards ou 20 milliards. Ils ont, peut-être encore 1 ou 2 milliards en banque. Donc, c'est pas grand-chose pour eux. Non. Mais pour la boîte qui se fait racheter, qui a 1, 2 ans, 3 ans d'existence, d'avoir un montant comme ça sous les yeux de 200 à 300 millions d'euros, c'est vrai que ça peut faire tourner la tête, très clairement. Effectivement, des montants pareils, de toute façon, font forcément réfléchir des personnes physiques. Après, comme je vous l'ai dit, l'aventure d'une start-up, c'est de défricher un nouveau terrain, c'est de découvrir un nouveau marché. Là où les grands groupes ne veulent pas aller parce qu'ils considèrent que c'est trop risqué ou trop éloigné de leur base de clientèle, cette prise de risque, ils ne l'aiment pas. Lorsqu'ils s'aperçoivent que ces start-up ont flairé un bon coup et sont sur un marché qui a du sens, eh bien, ils décident généralement de les acquérir. Après, quand c'est des opérations entre start-up, ce qui est le cas de Snapchat par exemple, c'est un peu différent. On est plus dans des logiques de gagner du temps, c'est-à-dire prendre une brique qui est déjà faite et la mettre dans l'écosystème. Vous avez raison, Snap, c'est pas un corporate, c'est pas une boîte du CAC. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est beaucoup plus gros que nos start-up françaises. Absolument. Après, sur votre phrase qui me paraît fort juste,
plus de dire que les fintechs ne sont pas mortes quelque part, mais c'est un peu comme vive le roi est mort quelque part. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les fintechs de toute façon s'adaptent. Celles qui arrivent au bout d'un chemin qui a été démontré comme étant utile pour les banques vont peut-être se faire effectivement avaler et intégrer. Celles qui ont encore du chemin à faire et de la croissance vont continuer à se développer. Mais dans le monde de la finance, il y a malheureusement des fondamentaux. Quand vous faites du crédit, il vous faut deux choses. Il vous faut de l'argent pas cher. Et ça, c'est un vrai sujet pour une start-up, pour pouvoir prêter. Et puis, il vous faut aussi accéder au deal flow, aux PME. Et il n'y a rien de mieux aujourd'hui qu'une banque pour accéder à des clients prêteurs et à des clients emprunteurs, où il n'y a rien de mieux qu'un asset manager comme Tikeo qui connaît très bien les institutionnels et qui a accès à cet univers de l'argent institutionnel pas cher, que de s'associer avec des gens comme ça pour. Et au-delà de votre gagner des secteur, Cyril, là, il nous reste une grosse minute. Oui. Il y a deux camps, là, quand il y a à chaque fois une belle pépite, je pense à Compte Nickel racheté par BNP il y a quelques mois. Il y a deux camps, il y a celles qui disent, ceux qui disent, ah non, c'est pas possible, ils sont plus indépendants, ils disaient tiens, c'est la banque sans banque et tout ça, et puis maintenant ils vont à BNP, la plus grosse banque française, mais voire européenne. Et pour l'écosystème aussi, parce qu'il n'y a pas que la marque, en disant ils manquent d'ambition là. Regardez Snapchat, Evan Spiegel, il avait refusé le chèque de je sais plus 2 ou 3 milliards de Facebook, de Mark Zuckerberg, et aujourd'hui il vaut beaucoup plus effectivement que cette proposition de l'époque. Ou le deuxième clan qui dit non, c'est très bien parce que ça va faire des petits, ils vont s'enrichir, ces gens entrepreneurs qui ont parfois même pas 30 ans deviennent business angels et vont commencer à financer les petits copains, et cet écosystème comme on l'a vu il y a 15 ou 20 ans dans la Silicon Valley avec PayPal et tout ça, toute cette galaxie qui aujourd'hui sont des entrepreneurs de talent comme Elon Musk, comme Peter Thiel et plein d'autres, et ben ça, voilà, nous on a un coup de retard comme souvent sur les Américains, mais on est en train, à notre échelle évidemment, de le constituer. Vous êtes dans quel camp, vous ? Moi, écoutez, je suis dans aucun camp. Je pense que ces histoires-là, elles ont une dynamique personnelle. À un moment donné, quand vous développez une start-up, vous pouvez aussi dire que vous avez atteint vos limites et qu'à un moment donné, il faut industrialiser, il faut processer, il faut faire rentrer des managers. C'est plus la même histoire. Voilà. Pour vous, c'est du cas par cas, en fait. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de règle. Ce qui est le plus important, c'est simplement de voir ce que les gros font. Les gros, par nature, sont prudents. Les gros sont frileux. Les gros n'y vont pas s'ils n'y croient pas. Et en fait, quand ils y vont, c'est que quelque part, le degré de connaissance et de sécurité sur la transaction est quand même assez fort. Et qu'enfin, ils ont compris qu'il y avait un marché. Et ça veut dire que de toute façon, même l'ancienne start-up va muter vers quelque chose de plus traditionnel. Avant, c'était Marco Polo, c'était Christophe Colomb. Voilà, on découvrait des choses. Après, un jour, on finit en Trump et la boucle est finie. Mais la réalité, c'est que celui qui dirige la start-up, à un moment donné, il doit savoir si c'est l'homme de la deuxième génération, comme un Bill Gates, ou au contraire, si c'est juste un développeur génial. Et dans ces cas-là, il vaut mieux qu'il passe la main pour faire perdurer l'histoire. Cyril Tramont, Richard Bonds avec nous ce soir pour évoquer ce sujet. Évidemment, c'est pas terminé. Ce sera l'un de nos grands sujets de la rentrée. On vous accompagne quand même une bonne partie de l'été. Restez avec nous, courte pause sur BFM Business. On est là tous les soirs dès 20h. Bonne soirée.